Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Directement de chez Kiwan et Spiral, nous avons enregistré cette première rencontre jardin, première diffusion, pour samedi le 16 juillet 2022, Vidéorandia numéro 29. Et la rencontre jardin avait eu lieu samedi le 2 juillet. Rencontre jardin, qui dit jardin, évidemment, au début de l'été, les tomates sont encore vertes. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotérisme du Nouveau Monde. Notre invité, Jimmy, traducteur et surtout interprète. Il a de longues vues sur la situation mondiale actuelle. Ne manquez pas d'aller dans le club créé, les abonnés du mois de juin, pour le supplément au Vidéorandia numéro 26 sur le thème « La voix du soliloque cosmique » Mathieu Roger. Et au complément surprenant de Gilles Surprenant, nous retrouvons les sources de tout ce qui est mentionné ici aujourd'hui. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald, qui nous a donné une troisième caméra, ce qui me permet de faire des montages originaux en polyvision. Bonne écoute! Alors, vous êtes bienvenus les samedis de l'été, quand il va faire beau et chaud. On l'annonce dans la page Rencontre Jardin. Vous avez qu'à aller sur le site, la page d'accueil du site régulier d'Ésotérisme Expérimental. Et à partir de là, vous voyez le lien qui nous amène directement à la page Rencontre Jardin. Et vous voyez même le chemin par lequel vous pouvez arriver ici rapidement à Mont-Saint-Hilaire, en haut, sur le côté ouest de la montagne. Alors, notre invité ce soir qui va nous parler, qui va entretenir un peu l'ambiance et la conversation, c'est notre traducteur officiel de nos rencontres. Vous vous souvenez avec la dame qui était venue du Dakota? Elle s'appelait comment déjà? J'ai oublié son nom. Geneviève non plus, je sais pas. Parisha. Ah oui, c'est ça, je vois. Oui, Parisha, oui, c'est ça. Et les gens, Jimmy, pour te nommer par ton nom, étaient bien satisfaits, bien contents de ta traduction. Tu y vas à la vitesse qu'elle parle, ou presque. Bon, tant mieux si ça peut aider les gens à comprendre un petit peu. Tant mieux si ça peut aider les gens à comprendre. Ouais. Ben oui. Ouais, c'est ça. Ah ben oui, c'est indispensable. On a beaucoup de gens de France qui nous suivent. Puis là-bas, l'anglais, c'est pas la langue facile ou proche, mais quand même. Alors, Jimmy. Ça va bien? C'est avec toi que je vais m'entretenir au début, en tout cas. Puis avec le temps, les gens vont pouvoir entrer dans la conversation. Ces 2 années-là, c'est comme tout le monde au Québec. Tu as vécu la même chose que tout le monde, hein? Ah, comme tout le monde, les confinements, les déconfinements, les reconfinements. Oui. Le temps a passé très, très, très vite. Mais toi, en tant que traducteur professionnel, tu n'es pas obligé de te déplacer pour aller traduire des rencontres, conférences, des choses comme ça. Ça peut se faire par Internet. Beaucoup du travail maintenant se fait à distance. Oui. Hein? Donc, c'est le télétravail comme la majorité des travailleurs, en fait, beaucoup des travailleurs qui ne sont pas à la restauration ou qui ne sont pas au service à la clientèle directement, bien souvent maintenant c'est à distance que ça se fait, à travers les rencontres Zoom, à travers les rencontres téléphoniques. Oui. Donc ça, il semble que le télétravail soit là pour rester pour plusieurs travailleurs, peut-être en mode hybride aussi. Il y a les modes hybrides qui reviennent, comme là, il y a les confinements. Comment ça va continuer, on verra, mais le mode hybride semble-t-il qu'il est là pour rester, d'après ce qu'on nous dit là. Ouais. Et certains travailleurs ne veulent pas retourner en mode présentiel, face à face. Certains veulent continuer seulement à distance. Ah oui, maintenant, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, je le suggérais dans une émission il y a une semaine, d'éviter peut-être de se tenir par la main ou de se serrer la main. Tu sais, quand on se rencontrait, c'était la grosse poignée de main, tout ça. Depuis qu'on a appris à remplacer le bénitier en rentrant dans une église, puis là, ben, quand on rentre dans une banque ou qu'on rentre au magasin, il faut aller au bénitier, puis là, on se frottait les mains avec de l'alcool pour faire bien sécher les mains, puis que ça craque, pour que ça passe dans les craques des mains. Là. Mais est-ce que... Maintenant, on voit que les gens hésitent. Les gens ne savent pas s'ils vont se serrer la main, s'ils vont se faire la bise ou pas. Les extraterrestres qui nous rencontrent, ils font seulement ça. Puis quand on a des lignes dans la main, puis qu'on est un peu connaissant dans les lignes de main, on peut connaître immédiatement à qui on a affaire. Comme les Amérindiens aussi, hein? Oui. Eux autres, ils disaient « hug ». Ouais. C'est ce qu'ils nous disent. Sauf que quand tu voyais une belle femme passer, qu'est-ce qu'ils faisaient?
Wow! Certains, Quand même. certains disent que les Amérindiens l'ont appris des visiteurs qu'ils ont reçus, Oui, que c'est eux qui leur ont enseigné à saluer comme ça, en faisant le signe de la main. c'est ça. Hitler, lui, a fait tomber la main comme ça. On va s'en tenir à la bonne communication. Parce qu'il y a eu des extraterrestres, dont ceux que George Adamski avait rencontrés, qui avaient un accent allemand quand il lui parlait en anglais. Et il faisait ce signe-là quand il le voyait, ou ça, tu sais, avec la main haute, un peu relevée. Là. Bon, tiens, ceux qui lisent les lignes de la main, là, regardez mes mains, là. Ça vous donne une petite idée, là? Bon, parfait. Et ces 2 années-là, pour toi, ça a été quelque chose de positif ou de très négatif seulement? C'est sûr que ce côté social, c'était difficile pour tout le monde, je pense, parce que Ouais. les gens ont été déconnectés de leurs amis, parfois de leur famille, etc. Mais il y avait certains aspects positifs. Le télétravail, il y a aussi des aspects positifs à ça. C'est sûr Ouais. que on n'a pas besoin de voyager au milieu de la circulation automobile pendant des heures et des heures. Ça peut être positif. Ça, je pense que c'est du cas par cas. Oui. Puis maintenant, au prix de la gasoline, Oui, on va éviter de la prendre presque, j'allais dire, inutilement. Les bicyclettes, hein, ça s'est vendu, là. C'est un commerce très florissant. Puis même des bicyclettes électriques. Oui. Pourtant, elles se vendent cher. il y en a beaucoup maintenant qui revendent leurs bicyclettes parce que, comme c'est déconfiné maintenant, Ah oui? Oui, oui, il paraît qu'il y a beaucoup de monde qui revend leurs bicyclettes maintenant puisque c'était devenu à la mode. Ouais, Et ouais. là, maintenant que les sports sont revenus, les gens revendent leurs bicyclettes. Étrange pareil, c'est comme ici quand on a eu le verglas. Ah là, les gens ont trouvé l'importance d'avoir une génératrice en cas. Mais quand ça a été fini, ils se débarrassaient de leur génératrice. On dirait que la vision à distance dans le temps n'est pas longue. Hein? C'est vrai, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en automne. On Ben, est un c'est petit ça. peu- Là, on va un petit peu- regretter de ne pas avoir de génératrice parce qu'on l'aura vendu. On s'en était pas servi depuis 2-3 ans. Ben. on Mais est là, un peu dans l'accalmie. hein, C'est ouais. l'été, il fait beau, mais qu'est-ce qui va arriver en automne? On ne sait pas, c'est incertain. Donc peut-être que les bicyclettes pourraient encore être utiles. Ben tiens. Ben tiens. Ouais. Écoute, la question qui ne se pose pas, c'est la vraie question taboue. Puis je pourrais le demander à nos gens qui sont ici, là. Mais avez-vous été... La question qu'on se pose pas, je suis sûr. C'est vrai, hein? Ah, il y en a qui se le demandent, mais il y en a qui veulent rester plus discrets, je pense. Ben, parce que c'est, comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est compromettant. À ton emploi, t'étais-tu obligé d'être... Ou Non, en parce- restant chez toi, t'es pas obligé Non, parce que automatiquement? moi je fais du télétravail. C'est bien, Mais c'est c'est bon. sûr que à certains endroits, Ouais. on sait qu'au gouvernement fédéral, c'était obligatoire pendant une certaine période de temps. Maintenant, je pense que plus maintenant, là, mais moi non. J'étais en télétravail, donc il n'y avait pas d'obligation de ce genre-là. On ne sait pas si en automne, en hiver, il va y avoir encore Ouais. une nouvelle vague peut-être. Est-ce qu'ils vont encore demander? On verra. Oui. On sent qu'il prépare quelque chose. Ça se discute en tout cas. Si on écoute les nouvelles, si on voit ce que les dirigeants disent, Oui. ils disent que la ne semble pas être terminée pour eux, pour plusieurs d'entre eux en tout cas. Donc on verra ce qui va se passer. Puis là, ils sortent une nouvelle source de... Là, ça a l'air que ça a rapport avec les égouts. Ah, tu fais référence sûrement au fait que on dit qu'ils ont mesuré dans les égouts le bon, je ne sais pas si c'est une nouvelle source, mais en tout cas, c'est des endroits où ils vont Ça fait de vérifier. l'ombrage dessus. C'est une façon de mesurer la propagation. À quel point c'est précis, je ne sais pas. Oui. Mais, bon, alors, entrons dans le vif du sujet, là. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie personnelle pour te préparer au grand choc du fin février 2023? Oh, grosse question. Mais ma vie personnelle n'est pas importante. Mais si on voit qu'il y a des... Actuellement, on est dans une accalmie Oui. et on voit ce qui se passe quand même dans le monde. On voit que l'économie est chancelante.
On sait que ce qui se passe avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on sait que l'économie est affectée, on voit que les prix des carburants qui augmentent. On sait qu'il y a des problèmes avec la chaîne d'approvisionnement à travers le monde qui n'a pas encore été complètement résolue. La question n'est pas encore totalement résolue, semble-t-il. Ensuite, il y a les aliments. Les aliments qui sont eux aussi affectés. Il y a toute la question, là, je pense que ton invité en a parlé La semaine dernière. parce qu'en fait, ça va être diffusé, je ne sais pas quelle date, mais il y a plusieurs usines alimentaires aux États-Unis, à travers le monde, qui brûlent. Il y a des incendies de grosses usines de production alimentaire. C'est un peu étrange pour comment ça se fait que ça brûle. Et même d'élevage d'animaux de ferme qui meurent massivement. Oui, bien en fait, il y a aussi des animaux qui éliminent. Ils éliminent parce qu'il y a la grippe de la poule, il y a la grippe aviaire. Hein? Grippe aviaire, il y a ça. les questions de la... Donc il y a comme un goulot d'étranglement tranquillement qui se forme. Quand est-ce qu'on va ressentir les effets de tout ça? Je ne sais pas, on verra, mais on sait que le prix des Tu aliments... donnes combien de temps à peu près, d'après toi, avant l'effondrement de la société, où on va retomber dans un état primitif, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas aller au magasin pour se chercher de la nourriture, il n'y en aura plus. On ne sait pas, les choses peuvent changer très rapidement, mais il y a la question de la guerre. Si actuellement la guerre semble continuer à se déployer, c'est-à-dire qu'on ne semble rien faire pour que la situation s'améliore. Non, c'est ça. On voit que ça progresse. Ça progresse, même si on ne parle pas beaucoup, on n'entend pas, il y a beaucoup de choses qu'on n'entend pas parler dans les médias de masse, mais la question de la guerre n'est pas réglée. Donc, juste la question de la guerre, si ça s'emballe, parce que là, ils sont en train de jouer un jeu très dangereux, ça peut s'emballer, puis ça peut mener à une guerre majeure à travers le monde. Juste ça peut faire un chaos terrible. Ça, c'est une des composantes. Il ne faut pas mettre un doigt dans l'œil d'un ours qui dort. Oui. Puis il y en a qui le font dans un ours qui est déjà réveillé. Ils jouent avec le feu. L'ours, oui, c'est ça. On sait de qui on parle. Ouais. Donc, mais vois-tu, le 24 février, Richard Glenn parle du 24 février 2023 depuis 40 ans. Et on a retrouvé une émission qui avait été censurée par YouTube. Tu en as vu un extrait avec moi hier soir, avec Alain Niala. Oui, j'ai vu le petit extrait. Oui, qui avait été enregistré le 5 octobre 2019, je crois. 2019. Ouais. Avant qu'on parle de COVID, avant que ça soit déclenché, c'est arrivé en janvier, février, mars 2020, le déclenchement de la crise. Mais en octobre, au début octobre, 5 octobre, j'expliquais qu'il s'en venait le prémisse à ce qui va nous amener à fin février 2023, le 24 février 2023. Et j'ai compris que quand Poutine a attaqué l'Ukraine cette année en 2022, le 24 février, c'était la cloche qui disait dernier tour de piste. Parce qu'au bout d'un an, on va en arriver à la ligne d'arrivée, au fameux 24 février. C'est pas le 23, puis c'est pas le 27, là, c'est le 24. Et à ce moment-là, il risque, lui, de jouer un grand jeu. Si on l'a trop agacé, et on le sait, hein, les malades qui nous dirigent, il y a eu un livre qui a été écrit comme ça. Il y en a même un autre qui a été écrit qui s'appelait « Les fous qui nous dirigent ». Puis il y en a un autre qui est arrivé qui s'appelle « Les psychopathes qui nous dirigent ». Fait que c'est beau, hein, la galerie de ceux qui dirigent le monde. C'est le genre de monde auquel il ne faut pas se fier. Ben, c'est eux autres qui nous dirigent. Et peut-être qu'ils font tout, d'après ce qu'on peut voir, pour provoquer l'autre bord de l'ancien mur de fer, là. On sait pas si lui décide de peser le 24 en souvenir, en anniversaire, tu sais, on fête l'anniversaire de... Ouais. On ne sait pas si ce qu'ils font, il semble-t-il qu'ils voudraient que ce soit contrôlé. Dans tout ce qu'ils font, semble-t-il qu'ils voudraient que ce soit contrôlé le plus possible. Par qui? Ceux qui dirigent le monde. Quand ils font des actions, oui. il y a des impacts, mais ils voudraient que ce soit contrôlé jusqu'à un certain point. Sauf que, est-ce qu'ils vont réussir à ce que tout cela se fasse à moitié contrôlé? Ça peut s'emballer, puis on peut perdre le contrôle. Oui. C'est un des dangers. Oui.
Si je te parle d'extraterrestres ou d'intraterrestres ou de sociétés galactiques, comme il y en a qui parlent, qui empêchent qu'on utilise la bombe atomique après l'avoir utilisée sur le Japon, à Hiroshima, Nagasaki, ils les ont pas arrêtés, ils les ont laissé tomber sur des civils. Comment tu réagis à ça? D'après toi, c'est quoi l'explication qu'ils l'auraient laissé faire là, mais après ça, ils les empêchent de jouer encore avec ça? Peut-être que c'était parce que c'était pas une condition où ça menait à la situation où toute la planète aurait pu s'embraser. Peut-être que c'était comme Hiroshima, Nagasaki, c'était peut-être quand même localisé. Je sais pas, là, je théorise un peu, là, je pose une hypothèse. Bon, oui, c'est un fait. Mais c'est ça, mais c'est probablement que c'était quelque chose qui était quand même localisé, ça restait au Japon. Oui. Donc, ils ne sont pas intervenus. Mais peut-être que si ça s'emballe véritablement, ça devient une véritable guerre thermonucléaire, bien, peut-être que là, ils vont plus intervenir. En tout cas, on peut l'espérer. La semaine dernière, on a entendu parler d'une espèce de bombe thermobarique. Une bombe thermobarique, tu as déjà entendu parler de ça? Oui, c'est des bombes, je pense que c'est des bombes très, très efficaces qui dégagent une quantité de chaleur incroyable, là. C'est ça. Quand ça explose, ça dégage un gaz et une poudre, un peu comme si on s'amuse avec de la farine. Si vous voulez avoir l'air d'un cracheur de feu, là, vous mettez dans une entonnoir de la farine pour cuire à l'épaule de la vallée. Alors prenez votre souffle puis soufflez dans l'entonnoir. La farine va sortir de l'entonnoir puis ça va te faire un grand nuage de farine. Allumez un briquet à ce moment-là en avant. Vous allez voir la flamme, vous êtes mieux de faire ça dehors puis à l'air libre parce que ça te fait une flamme immense. Puis dès que c'est brûlé, c'est fini. Ça ne dure pas, il n'y a pas de danger comme de l'essence ou des choses comme ça. Alors, c'est un très mauvais truc à ne pas faire à la maison. Mais faites ça dehors, c'est ça que ça veut dire. C'est le même principe de la bombe thermobarique, c'est que ça dégage une immense quantité de produits très inflammables qui, dans un premier temps, ne fait pas de feu. Sauf que quand il est bien répandu et avec un peu le vent, là, il suffit d'une étincelle en quelque part, et c'est prévu comme un feu d'artifice, qu'il y ait une étincelle qui soit déclenchée, puis ça met le feu à tout le nuage qui était en train de tomber sur la Terre. Et ça brûle à une température tellement grande que tout le bois, tous les êtres humains revirent en cendres. Tout est brûlé. Tout est brûlé presque instantanément. Mais les armes de Et il n'y a pas de destruction, radiation. ouais. C'est ça le plaisir de la chose. C'est que tu fais sauter ça dans une ville, les bâtiments demeurent debout, ils n'ont pas brûlé. Ce qu'il y a en bois, les galeries et ces choses-là, ça peut être brûlé. Mais les gens qui circulaient, les pneus d'automobile ont fondu, tout est fini, là, tout est arrêté. Et là, tu rentres dans la ville, il n'y a pas de radiation. Tu nettoies. Puis tu prends place. Il y avait déjà les bombes à neutrons, Oui, aussi. qui Oui. est un peu un processus un peu semblable, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a peu de radiation, beaucoup d'explosions nucléaires avec faible radiation. Ça tue, Ouais. c'est le contraire. Forte radiation, faible explosion. Donc ça détruit la vie, mais ensuite on peut arriver dans la ville est encore là. Ah oui, à cause de la radioactivité qui cuit le monde. Qui tue, mais ensuite ça se dégage plus rapidement qu'une bombe. Ben, dans des textes prophétiques, il nous dit justement que les gens auront une sensation de brûler, de brûler de l'intérieur. Ils vont réclamer la mort et ils ne mourront pas. Ils vont être en train de griller par en dedans, puis ça peut prendre des heures avant qu'ils périssent. Mais bon, les armes épouvantables, ça, il y en a déjà, on le sait. Il y a sûrement d'autres armes secrètes qu'on ne connaît pas. Donc, la question des armes, laquelle est la plus terrible que laquelle? On sait qu'il y a les armes nucléaires supersoniques maintenant. Oui. Donc, oui, des armes terribles, il y en a, ça, on le sait. Je pense qu'il ne faut pas arriver au point où on va vouloir les utiliser. C'est plus ça, l'idée, là. Oui, d'ailleurs, les grands stratèges veulent gagner la guerre sans affrontement. Oui, c'est ça que je te dis. Ils pensent que ça va être contrôlé. Mais est-ce qu'ils vont réussir à contrôler ça? Parce qu'on peut facilement perdre le contrôle. Surtout si on ne contrôle pas toutes les cartes. On s'imagine contrôler. On s'imagine tout contrôler. On s'imagine que l'économie va s'écrouler lentement, qu'on va aller vers le prochain reset, la grande réinitialisation, que tout va être sous contrôle. On s'imagine ces choses-là. Mais est-ce que ça va vraiment être le cas?
Je profite de cette pause pour vous mentionner que toutes les informations qui ont été données depuis le début de l'émission ainsi que pour la suite, les sources sont présentées par Gilles Surprenant dans le complément Surprenant qui est disponible dans le forum Orandia, qui est maintenant sécuritaire pour tous. Alors le temps a passé, un peu, et ça nous a donné l'occasion de discuter entre nous, comme dans une pause café, alors qu'il n'y avait pas de café. Mais je me rends compte qu'on était très, très sombre, très négatif. On était en train de parler qu'on était en train de brûler de l'intérieur, puis que des gens voudraient, espéraient, réclameraient la mort, puis ils ne l'auraient pas. Ça, c'est ce qui est dit dans des textes prophétiques. Et la grande question se pose, est-ce que c'est intéressant et utile de savoir que quand tu embarques sur le Titanic, ben il va couler. Puis il n'y a pas gros de gens qui vont s'en sortir. Est-ce que tu embarquerais sur le Titanic si tu l'apprenais que c'est ça qui arriverait? Alors tu me dirais, il y a des gens qui ont eu des rêves prémonitoires, puis ils ont vendu leur billet pour ne pas embarquer sur le Titanic à cause du rêve qu'ils avaient eu, qui voyaient le Titanic couler, puis avec tous les effets autour de ça. C'est vraiment arrivé. Puis d'autres qui ont défié le destin en disant « bon, c'est pas pour moi ». Ceux-là se sont trouvés à être la nourriture des requins. Mais là, dans le cas présent, on ne peut pas débarquer de la Terre. Alors là, c'est la question qu'on se pose. Comment essayer d'éviter les événements si on ne peut pas sortir de la Terre? Ben, c'est pas si sûr que ça qu'on ne peut pas sortir de la Terre. Moi, je connais des gens qui ne voulaient pas vivre ces événements-là. Puis ils ne vivront pas ces événements-là de côté dramatique. Ils vont être morts avant. C'est peut-être souhaitable de mourir d'une mort moins atroce et sans toute ce que ça implique comme difficulté à subir, à supporter. Pourquoi pas? Mourir, là, c'est pas très long. Je suis tombé malade cet automne, là, puis non, c'est ce printemps, au mois d'avril, au mois de mars. J'ai eu l'impression que j'en avais encore pour quelques heures à vivre, puis c'était pour être fini. Alors, j'ai compris que t'arrêtes de respirer, puis ça vient de finir, puis ta conscience, elle reste là. On dit que la conscience n'est pas dans le cerveau, que la conscience n'est pas dans le corps humain. Ben, la conscience est à quelque part, puis c'est toi qui contrôles ta conscience, c'est toi qui es en connexion avec ta conscience. Ben, ça se continue. Parce que ta conscience, c'est ton réel toi. L'observation que tu en fais à partir d'un remote control qu'on appelle le corps humain, le contrôle à distance, c'est utile tant qu'il fonctionne bien. Mais quelqu'un qui devient Alzheimer, qui a perdu la mémoire, les pitons, là, ça fait faire ça, puis ça ne le fait plus. Ça va tout déglinguer. Dans ce temps-là, on se dit, faut faire un reset, ou il faut se débarrasser de l'appareil parce qu'il est défectueux. Puis, il y a des gens qui réalisent que dans leur parenté, il y a des gens, d'un certain âge, qui sont morts. S'ils étaient angoissés en écoutant les nouvelles à la télévision, à la radio, ou lire dans le journal, ben, ils n'ont plus d'angoisse. Parce qu'une fois rendu de l'autre côté, le temps de te retrouver, de te récupérer, un peu comme quand on naît sur Terre, on a besoin des aides à la naissance, un médecin, une infirmière, des sages-femmes, et ça nous aide à arriver au monde. Mais ça prend un bon bout de temps quand même pour être conscient de où on est. On se rend compte qu'il va falloir réapprendre à parler, il va falloir réapprendre à marcher, à se tenir debout, à savoir circuler. Ceux qui ont de la conscience bébé, là, ils savent tout ça. Puis ça fait partie des indices de ton niveau, j'allais dire, de conscience. Quand tu recules dans ta mémoire, quels sont tes plus anciens souvenirs? Quel âge avais-tu que tu te souviens encore?
puis que des témoins peuvent dire, oui, 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 tu étais dans cette situation-là, ou tu étais à cet endroit-là, ou oui, il s'est passé tel événement, ou tu avais telle poupée, ou tout ça. Et là, ils disent, quel âge tu avais? Ben oui, c'est ça, tu devais avoir en bas de 2 ans. Oh, tu as une mémoire d'événement avant 2 ans. Puis même, plus vite tu te demandes d'où tu viens. Puis il faut provoquer ça chez l'enfant, la question. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce qu'on avait fait l'année dernière? Tu te souviens-tu quand il y avait neigé l'année dernière, la première neige que tu as vue de ta vie? Des enfants vont dire non, puis d'autres vont dire, ben oui, on était allé chez grand-papa en automobile, puis il neigeait, puis je me souviens. Quel âge t'avais? T'avais entre 6 mois et 1 an. Ça, c'est de la conscience. Ça, c'est vraiment toute une conscience. Et ça existe. Pour le passé et pour le futur, c'est le même processus à l'envers. Tu peux avoir une conscience des événements de ton vécu passé et tu peux avoir une conscience des événements futurs. Quand tu as un rêve prémonitoire d'un Titanic qui coule, puis que tu vends ton billet puis tu y vas pas en Titanic, tu ne te voyais pas mourir noyé dans le Titanic, mais tu voyais la catastrophe. Tu voyais l'effet que ça entraînait autour de toi, le désarroi des passagers, et un peu comme si tu étais avec ta conscience un drone. Tu es allé voir, tu avais peut-être des connexions avec quelqu'un qui est allé, lui, dans le voyage, puis au moment de la catastrophe, ben, il t'a fait ressentir ce qu'il ressentait, puis tout ce qu'il a vécu. Ben, on peut faire la même chose pour les événements à venir. Quand j'étais jeune, très petit, on m'avait montré, pas rien qu'on ne parle pas, c'est juste montrer, on voit, on comprend. Une image vaut 1000 mots. Ça va vite. Quand tu regardes un film, même si tu ne comprends pas la langue, tu peux écouter un film allemand, tu peux écouter un film en albanais, tu peux écouter un film en hindou, puis tu te dis, c'est ce qui se passe, puis on connaît le drame qui vient de se passer ou le scénario qui vient d'arriver. Oui, pour le futur, on est capable d'être conscient des trames qui nous concernent, qui nous concerneront. Pour en prendre conscience réellement, c'est de respirer par le nez, de relaxer, d'être détendu, de ne pas être dans une émotivité de peur, d'angoisse et tout ça. C'est de regarder comme un film et de jauger les indices qui te sont fournis par ta vision, par ta conscience. On sait que quand on dort la nuit puis qu'on a trop chaud dans nos couvertures, il arrive souvent qu'il y a des gens qui se réveillent et qui pensaient qu'ils étaient en train de passer au feu ou qu'ils étaient dans un feu. Ben oui, le corps physique a amené des sensations puis ça a provoqué dans le psychique des correspondances. Alors, oui, la vision du futur est une façon très intéressante de voir où on peut se situer face à des événements qui s'en viennent, qu'on pressent. Beaucoup de gens ne parlent pas, mais beaucoup de gens le sentent qu'il y a quelque chose, puis ils ne savent pas quoi faire. C'est pas qu'ils veulent rien faire, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je déménage? Est-ce qu'il faudrait que je vende ma maison puis je m'en aille dans un endroit éloigné de la ville? Est-ce que je fais ça tout seul ou je fais ça avec des amis? Est-ce qu'un tel ou une telle sont des amis fiables? Est-ce que c'est un risque accru de les entraîner dans notre aventure qui peut risquer de devenir une mésaventure? C'est des questions que chacun doit se poser. C'est pour ça que quand tu es tout petit puis tu sais déjà l'avenir qui se confirme dans ton vécu d'année en année, de situation en situation, que tu te dis, j'ai pris des bonnes décisions dans le passé parce que j'ai compris un peu les indices. Pour le futur, je connais les indices. Et tu fais ton check. Tu as une liste, là, comme un avion qui va décoller, là, le pilote ou le capitaine de l'avion. Check, check, check.
Puis là, tu peux être plusieurs, là, parce que lui, il y a un copilote qui va aller checker, lui, telle affaire, puis là, check control avant qu'on parte. J'ai un de mes amis, assez proche, il vient de déménager. Il a quitté la région de Montréal. Il avait depuis des années fait des provisions de nourriture en quantité incroyable. Il mettait ça dans des garde-robes. Puis il en avait accumulé tellement que sa parenté avait l'impression qu'il était un petit peu zazouin. Aujourd'hui, il y en a dans la parenté qui se disent, écoute, c'était pas fou son affaire. Regardons ça dans les magasins, il manque de plus en plus de nourriture. Puis les prix ont monté en flèche. Y a-tu bien fait d'acheter ça dans le temps, quand c'était le temps d'acheter ça? C'était le tiers du prix, le quart du prix de ce qu'on paye aujourd'hui. La vie est un coup de théâtre. De s'engager pour jouer dans la pièce, c'est une décision qu'on a prise. On n'était pas obligé de venir jouer dans cette pièce de théâtre. Maintenant, dans cette pièce actuelle, on aurait pu la jouer au Moyen Âge. Il n'y a rien qui ne dit pas qu'on n'a pas déjà joué dans une pièce au Moyen Âge, puis qu'on est en train d'en jouer une maintenant, puis qu'on en jouera d'autres après les catastrophes qu'on attend, puis qu'on sera dans un autre monde. Plus on vit des drames dans une existence, dans une expérience de vie, plus on a des conséquences post-traumatiques qui se répercutent dans nos autres incarnations suivantes. Il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait même des fois des traces laissées sur le corps physique. On a des témoignages d'enfants qui naissent avec une cicatrice ou avec une marque sur le corps. Et avant l'âge de 5 ans, 6 ans, ils racontent des choses, ils ont des phobies, ils ont des peurs excessives de quelque chose, de situation. Et en fouillant, si on prend le temps de les écouter, puis si on les provoque à expliquer, puis en voulant expliquer, ils sont obligés de rechercher intérieurement qu'est-ce que c'est qu'ils peuvent vouloir dire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, ils vont dire, ben moi j'ai traversé une rivière, j'ai glissé sur une roche, je me suis cassé la tête sur une roche, puis c'est pour ça que je me suis fendu la tête. C'est une roche qui m'a fracturé le crâne. Ça, c'est un des beaux cas là, qui est connu là, dans les livres sur ma vie avant la vie. Puis ils ont découvert que c'était tel village. Il a reconnu des gens dans le village, et comme ça s'était passé il y avait à peine 7 ans, 8 ans, ben ça s'était passé il y a à peine 20 ans. Puis il y a des gens qui se souvenaient très bien de l'accident de cet enfant-là, qui s'était tué en traversant une rivière, qui avait glissé, qui s'était pendu la tête sur une roche. Ça veut donc dire que oui, il y a une mémoire inscrite dans nos gènes, dans nos corps, dans notre psychique. Alors, pour les événements qui s'en viennent, il y a des gens qui ne sont pas inquiets. Mais le manque d'inquiétude fait tout simplement croire qu'ils vont être partis avant que les événements arrivent au complet. Ils vont être morts dans les premières vagues d'épidémies, de maladies qui vont les emporter. Il y en a beaucoup qui vont partir comme des petits poulets. Ils sont le matin en santé, le soir, ils dorment mal, le lendemain, ils sont malades, puis le lendemain soir, ils meurent. Ça n'a pas pris de temps, puis c'est réglé. Ils se retrouvent de l'autre côté, ils nous regardent nous angoisser, ils nous regardent chercher par tous les moyens à éviter de souffrir, à éviter des situations. On prend des décisions qui sont inhumaines. Faut-il abandonner un enfant ou faut-il abandonner un grand-parent qui est pas capable de se débrouiller de lui-même puis qui aurait besoin d'être traîné? Alors, c'est des questions quasi inhumaines. C'est des fois des pièges pour voir comment tu vas réagir. Et il n'y a pas des bonnes et des mauvaises réponses. Chacun supporte le poids de la décision qu'il aura prise. Cette décision-là va entraîner dans ton karma et dans ton dharma surtout, dans tes valises, ce que tu apportes, c'est ton karma, dans ce que tu mets dans ton autre valise qui était vide en arrivant,
pour amener des souvenirs. Ça va être dans tes souvenirs que tu vas ramener de l'autre côté, dans ton dharma. On va être capable de voir quel genre d'individu que tu es et vers quelle autre existence tu es promu. Est-ce que c'est beau d'aller... Tu m'entends parler, Jimmy, depuis un bout de temps? Oui, oui, ça va. Et je sais que tu as une démarche ésotérique avec même, tu as rencontré des groupements, tu es allé avec des gens qui étaient, puis tu as fait des lectures toi-même. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de commencer à ouvrir comme chemin différent de faire des choses angoissantes? Là? Ben, peut-être, tu as parlé de la question qu'est-ce qu'il faut faire, les gens se demandent ce qu'il faut faire. Oui. Ben, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut mentionner, c'est qu'on ne peut pas dire aux gens quoi faire. Parce qu'il y a Non. la question du libre arbitre. La question du libre arbitre, c'est une des conditions de l'incarnation sur la Terre. Si on dit aux gens quoi faire, même si tu savais ce que telle personne pourrait faire de mieux, dès qu'on dit à une personne fais ceci, fais cela, ben, on enfreint dans son libre arbitre. Si on lui dit vraiment quoi faire sans que la personne se pose de questions, etc. Là. Oui. On peut suggérer, on peut, etc. Là. Mais la personne doit par elle-même prendre des décisions. Ça fait partie de sa vie et comme tu as dit, en fonction de ses décisions, ben, ça va façonner l'avenir de cette personne-là dans sa vie présente ou dans les vies futures. Puis une des raisons pour lesquelles, parce que ça c'est plus un pressenti, là. Une des raisons pour lesquelles on vient sur la Terre, c'est pour ça. C'est pour développer le libre arbitre et c'est pour aiguiller son existence dans le présent, mais également dans l'avenir. Donc, quand on parle de ces événements-là qui peuvent être des catastrophiques, ça peut être une guerre, ça peut être un écroulement de notre civilisation, bien, après, comment les gens vont réagir? Bien, c'est comme un test. Comment les gens vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont s'entraider? Est-ce qu'ils vont réseauter, s'entraider? Ou est-ce qu'ils vont profiter de la situation pour essayer de profiter des autres? Tout ça, ça marque l'avenir de l'être, de l'âme qui, plus tard, va tracer son chemin vers l'existence future. Oui. Je ne sais pas si... De manière concrète, toi, comment tu pratiques ça dans ta vie? Devant ce que tu entends, les propositions qui doivent être faites. Si moi je te disais, Jimmy, tu t'en viens dans mon groupe de survie qui va aller vivre ailleurs, sur la planète Terre, mais qui va être à l'abri des conflits économiques et aussi de questions de nourriture, questions survie. Survivaliste, là, mais pas... quand on s'aperçoit que ça s'écroule, puis qu'il y a des contraintes d'autorité extérieure à ta volonté, qui t'imposent leur volonté, parce qu'ils sont obligés d'avoir un contrôle sur la masse des gens. Mais si tu sors du troupeau, ils vont te laisser tranquille, ils ne courront pas après toi. Tu ne seras pas en train d'entraîner un mouvement de masse, un mouvement de foule. Toi puis la petite gang dans laquelle tu serais... comment toi tu réagirais si tu avais l'invitation? Est-ce que tu te dis, bon, si je connais un peu les gens, je vais y aller, mais ça devrait dire que... J'y réfléchirais à deux fois parce que moi, ça c'est un choix personnel, mais moi je pense que la solution dans tous ces événements-là, c'est de s'entraider. Oui. C'est de s'entraider face à l'adversité. Connais-tu tes voisins là où tu demeures? Oui, je les connais, mais ça ne veut pas dire que nécessairement je voudrais aller avec eux. Non, mais si tu restes là... Ah, ben oui, c'est sûr que si là où j'habite actuellement, si je restais là, ben oui, je pense que la seule solution, la meilleure solution, c'est de s'entraider avec le voisinage, avec le quartier, avec... Oui, parce que ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas dire je m'en vais ailleurs, je m'achète un camper ou je m'achète une camionnette ou quelque chose, ils n'ont pas l'argent. Ouais. Je te dirais même qu'il semble-t-il qu'on s'incarne, une des raisons pour lesquelles on s'incarne, c'est exactement pour ça. Savoir si, finalement, dans l'inclinaison de notre être, est-ce qu'on est plus dans l'entraide, donc dans l'entraide, le réseau, ce qu'on appelle servir.
Oui. Ou bien, est-ce qu'on est plus dans un parcours égoïste? C'est-à-dire que c'est plus moi seul, ou c'est moi qui va tirer parti de la situation, mais pour moi, dans un but égoïste. Puis c'est une des raisons pour laquelle on vient sur la Terre, c'est pour savoir comment on est dans ce sens-là, comment on se définit. D'où ça vient qu'on ait cette impression-là qu'on est comme dans un lieu de test ou d'examen? On veut voir comment on réagit, tout ça. Il n'y a pas moyen d'avoir la sainte paix à un moment donné, à quelque part où on n'a pas de test à passer, puis on vit, puis on se laisse vivre. Oui, je pense, à ce que je sache, mes connaissances sont limitées, mais dans le monde de l'esprit, c'est comme ça. Dans le monde de l'esprit, on est déjà dans un monde où, par nature, on est bien. La vie elle-même est bonne. La vie elle-même on dit que c'est l'amour, on dit que ça fait partie de l'être humain. L'être humain, dans son être spirituel, est comme ça. Oui. L'esprit est comme ça. Oui. Mais quand on vient sur la Terre, c'est là qu'il y a des bris, si on se coupe de la source. Dans ta vie, y a-t-il eu des moments, quand je dis des moments, pas des instants, là, des moments là, qui peuvent durer, je sais pas moi, quelques jours, quelques semaines. Tu sais, des fois, quand on va en vacances, pas besoin de mettre au boulot dodo, pas besoin de travailler, tu as apporté suffisamment d'argent pour prendre des vacances sans inquiétude financière. Et tout ce que tu choisis comme activité, c'est agréable. Tu es totalement libre de tout et tu ne fais que des choix agréables pour toi. Pourquoi pas? Ben oui. Tu sais, c'est là pour les vacances. Et pourquoi est-ce que toute une vie ne pourrait pas être une vie de vacances? Elle le pourrait. Mais dans la situation actuelle de la Terre, c'est pas comme ça. Puis ça, ben, là, parce que là, c'est des questions complexes. Là. C'est toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi le mal existe sur la Terre? Pourquoi est-ce que on est pris dans le karma, etc. Ben ça, c'est pour comprendre ça, il faut se connecter aux légendes, si on peut dire. L'histoire de la chute de l'homme sur la Terre. L'histoire de la chute du Jardin d'Éden. Ah, on le présente comme ça, oui. Oui, c'est ça. Ben, c'est une façon de voir la réalité. Et ça, c'est comme propre à l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a d'autres mondes sur d'autres planètes où ils n'ont pas eu de chute. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de réalités dans l'univers ou dans l'univers, dans les univers. Mais dans la réalité que nous, on connaît, il y a si on se fie aux légendes, aux histoires, il y a eu une chute à un moment donné sur la Terre. Oui. Ce qui fait que là, on est tombé dans une situation actuelle. Ben, actuelle dans le sens On l'appelle le Kali Yuga, qui est l'âge de fer. Puis après ça, on va revenir à l'âge d'or. Oui, bon, ça, c'est tout le parcours là, qui se fait à travers plusieurs grandes étapes de l'humanité. Oui. Du cycle. Mais la chute elle-même, c'est à ce que j'en comprends, c'est là qu'il y a eu un point, il y a une coupure. Il y a une coupure du monde de l'esprit. Ah! Et à partir de là, tu mets le doigt dessus. C'est ça. Et à partir de là, il y a la situation où c'est l'animal humain qui a pris le dessus sur l'être spirituel. Oui, il y a une partie de ça. C'est qu'il y a une partie des êtres humains qui étaient dans un monde spirituel qui se sont perdus. Peu importe la raison. Là, est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que c'était pas, dans le fond, quelque part intentionnel pour que l'être humain se développe à un autre niveau, puis que plus tard, quand il va revenir dans le monde spirituel, bien, il va être un être nouveau, transformé. Bon, on peut dire ça. Mais tout ça fait en sorte qu'on est en partie perdu. On est en partie perdu, on fait face à des calamités, à des problèmes, etc. Et à la mort. À la mort, oui, à la mort, c'est un point très important. Mais crois-tu qu'on pourrait avoir un corps biologique qui vivrait éternellement? Est-ce que c'est pas une loi de ressourcement que de changer de corps? Parce que c'est une question à 100$ que tu me demandes, mais... Oui, c'est pas si pire, 100$, c'est pas trop cher. Mais je veux dire, c'est une question à laquelle c'est très difficile à répondre, mais... Oui. Moi, je te dirais, semble-t-il que non. Pas dans la matière physique telle que dans laquelle on est actuellement. Ce serait un niveau un peu supérieur, comme ce qui existait avant la chute. Parce qu'il y a eu une corruption de la matière.
il y a une corruption de la matière et il y a une corruption des conditions sur la terre. Ce qui fait qu'avant, il n'y avait pas de mort, si on peut dire, comme on dit Adam et Ève vivaient au paradis, etc. Donc, ce n'était pas les mêmes conditions sur la terre. Il y a eu une chute. Attention, quand tu dis il y a eu une corruption de la matière, Ben, une si je te corruption de disais que c'est l'État. plutôt une corruption de l'esprit. Oui, c'est ça. C'est l'esprit qui est devenu Oui. défectueux par rapport à la matière, parce que s'il était resté en harmonie avec la matière, il aurait pu, comme on disait, empêcher la maladie, la souffrance et la mort. On vivait bien heureux au paradis, Oui. en adorant le Créateur, et on ne connaissait pas la mort, on n'avait pas de souffrance en accouchant, et les femmes accouchent dans la douleur, et ça n'était pas le cas à ce moment-là, dit-on. Mais pourquoi? Parce que on a pris la décision d'aller dans le monde de la matière et on a laissé l'animal prendre le dessus sur l'esprit. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'en se coupant de l'esprit, Ouais. ben, on tombe dans l'animalité. Et pourtant, le potentiel de l'être humain est tellement plus grand de retrouver son état spirituel, Oui. ce qui fait qu'il va sublimer la partie animale. Donc là, à ce moment-là, ça va être la fin de la mort, etc. là. La fin des souffrances. Oui. Mais ça va être quand? Probablement dans un avenir lointain. Mais avant ça, il faut passer à travers toutes les étapes, toutes les tribulations, Mais- toutes les difficultés. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est la dernière fois qu'on vit ça? On est j'allais dire, dans la génération des êtres humains qui viennent pour une dernière chance de vivre une expérience de l'humanité, parce qu'après, dans les années qui viennent, il y aura une mutation. Il y aura encore des êtres vivants sur Terre qu'on pourrait appeler des humains, mais qui ne sont pas comme on est. Mais c'est là qu'on peut se référer à l'idée qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent sur la Terre. Oui, Des nouvelles énergies qui font que c'est l'opportunité actuellement. Si l'humanité agit de la bonne façon, peut-être pas toute l'humanité, mais si les êtres humains, on va dire ça comme ça, parce que chacun aura un choix personnel à faire, si l'être humain agit de la bonne façon, il y a l'opportunité de remonter oui, parce qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent sur la Terre. Et bon, d'autres nous disent que même que la matière sur la Terre va même changer, parce que ça va monter de fréquence. voilà. Puis là, ça peut être le début de la remontée, justement. Il y a la possibilité de revenir à l'état d'avant la chute. Si on comprend bien la chose, puis si on fait les bonnes choses pour s'en sortir. Ouais. D'autres, peut-être qu'ils ne réussiront pas, ils vont peut-être être restés attrapés dans la matière. Là, on en parle tous les deux, on en discute comme ça, on a des amis qui nous écoutent, qui ont aussi sûrement des idées qui leur passent par la tête, qui pourraient intervenir pour... Mais ça, c'est des sujets quand même complexes, là. Tu sais, on en Oui. parle comme ça, mais c'est sûr que c'est toute l'histoire de l'humanité, là. J'imagine quelqu'un qui est sur le port de Southampton, où le bateau Titanic est parti, puis il est allé sombrer. Puis le lendemain, ils sont assis sur le port, sur les quais, ils regardent, puis ils se disent qu'il était ici hier, puis aujourd'hui, il est disparu avec les passagers, puis tout ça. Puis ils se disent, hey, j'aurais été là-dessus. J'ai-tu bien fait de suivre mon intuition? Puis d'autres qui vont dire, je l'avais averti, puis il est parti, il a voulu y aller pareil. Ou j'y ai vendu mon billet, puis j'y ai vendu moins cher que ce qu'il valait, puis là, l'autre, je l'ai peut-être entraîné à l'acheter parce que j'ai dit, gars, je te le vends à moitié prix, tu le veux-tu, je te le vends. Puis il l'a acheté à moitié prix, mais allé en Amérique, j'y vais. Mais c'est comme s'il l'avait tenté pour aller mourir, finalement. Et ces gens-là qui discutent, ayant été épargnés d'une destinée ou d'un destin qui leur était presque inévitable. Ils étaient là pour prendre le bateau, puis ils ne l'ont pas pris. Alors, il y a des gens qui sont ici sur Terre, puis qui sentent que c'est ça qui va arriver. On va être là, on va le voir, on va le vivre. Puis tout d'un coup, ils vont s'apercevoir en 2060, 70 que, hey,
On a survécu, puis maintenant, l'humanité est rendue autre chose, autre. Et plein de choses auront changé. La religion, comme on l'entendait, n'existera plus comme on l'entendait. Les gens resteront spirituels, mais de la manière qui va nourrir leur être spirituel. Ça ne sera pas par des preachers, puis ce ne sera pas par des cérémonies rituelles. Ça va être permanent. La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. Et la musique qu'on entend présentement et qui nous accompagne jusqu'à la fin de cette émission est composée et interprétée par Colin Chabot. L'émission achève déjà. Notre rencontre a été fort agréable. Et à la maison, vous avez peut-être des réactions. Vous pouvez écrire vos commentaires, bien évidemment, sous le Vidéorandia ou ici sur le Facebook. En bas, il y a de la place. Ou dans le forum Orandia, pourquoi pas. Mais est-ce que ça résout le problème existentiel de notre époque? À chaque époque, nos ancêtres, nos grands-parents, ils étaient dans une guerre mondiale. Avec Hitler et tout le reste, là, ça a été désastreux. Il y a à chaque époque un défi à relever. Puis le défi à relever, c'est de sortir du cocon de la chenille pour devenir papillon. Et puis là, la chenille, elle avait besoin des choux dans le jardin pour se nourrir. Puis elle dévorait les choux, elle dévorait les feuilles, elle dévorait des choses. C'était effrayant. C'était la pollution, c'était l'exploitation des richesses naturelles, c'était tout sans considération. Pour elle, c'était de s'empiffrer, se bourrer, puis après ça, se faire un cocon. Puis là, on est obligé de vivre dans notre cocon, parce que si on est confiné, là, ben, on est confiné comme une chenille dans son cocon, avec ce qu'on a ramassé pour être capable de survivre et de se refaire, pour être capable de vivre en dehors après, mais à l'extérieur, les choses auront changé. Quand tu es papillon, tu n'es plus obligé de prendre l'autobus puis le métro puis te rendre au travail. Tu le fais à distance par Internet. On l'a vu. Tout ça change. Alors, on n'a qu'à voir comment on se prépare à notre vie de papillon et qu'est-ce que ça aura l'air, la vie de papillon. La vie de papillon, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de possession personnelle de biens matériels. Tu continues à posséder ton esprit. Même si on essaiera, de certaines manières détournées, de contrôler tes pensées, tes passions, de contrôler tes intuitions pour éviter que tu t'intéresses à certains dossiers, à certains domaines, bien, derrière tout ça, il y a les forces du yin et les forces du yang. Il y a les forces de construction et les forces de démolition. On ne construit pas du neuf sur du vieux. Puis on part avec des nouvelles intentions. On a une année scolaire qu'on a réussi plus ou moins, mais on se dit l'année prochaine, quand l'école va reprendre, je pense que je vais étudier plus, je vais travailler mieux, je vais passer moins de temps à jouer à des jeux vidéo, puis je vais m'occuper pour gagner mon diplôme d'études correctement, puis avec des compétences que j'aurai acquises réellement. Bon, ça va être un choix à faire et de le mettre en pratique. Je ne sais pas comment tu vois ça, toi, là, Jimmy, mais le monde après tout ça, si tu survis à tout ça, ou si tu es mort, mais que tu t'es réincarné, et tu sais que tu ne pourras pas te réincarner dans un corps identique à ce qu'on a maintenant. Il y aura des propriétés différentes de ce qu'on a présentement.
Ah, OK. Bon, tu vois, c'est l'idée, encore une fois, qu'il y a comme une différence de vibration qui arrive sur la Terre. Oui. Oui, donc oui, c'est possible. C'est ce que les prophéties depuis longtemps mentionnent, qu'un jour sur la Terre, les choses vont changer. Oui. Que... Il y aura le Paraclet, l'Esprit de vérité, qui vient nous éclairer. Puis à partir de là, on dit le Messie arrive et puis crée une paix. Une paix planétaire, où les gens s'entendent, se comprennent. Puis les pouvoirs de l'esprit, on comprend dans ça la télépathie, l'empathie, la symbiose, toutes ces choses qui vont faire que l'être humain va comprendre le besoin de l'autre. Quand on nous disait depuis 2000 ans, aime ton prochain comme toi-même, on pensait que ça voulait dire je m'aime, tu sais. Non, non. C'est j'aime mon prochain comme si mon prochain était moi-même. Aime ton prochain comme s'il était toi-même. À ce moment-là, il faut comprendre comment est-ce qu'on ferait si on comprend que ce qu'on voudrait pour soi, on est prêt à le donner à l'autre. Puis s'il y a quelque chose qu'on n'aimerait pas, on va éviter que l'autre le subisse. Même si les goûts peuvent être distincts, différents. Ça, c'est important de savoir que chacun a mais il y a des principes de base quand même. Tu sais. Se faire couper une main, ça n'intéresse personne. Fait que si tu sens qu'il va peut-être se couper la main parce qu'il n'est pas averti que la scie est ronde qui tourne très très vite, il ne s'en rend pas compte, mais le fil est là, puis c'est pas bon. Fait que tu l'arrêtes, ou tu le protèges, ou tu l'informes en détail. Bon, on est dans des exemples, là, mais... Je pense que c'est quand même important ce que tu dis. Je pense que c'est le choix que chacun va avoir à faire dans les années qui viennent. Est-ce que je choisis de travailler pour l'entraide, pour la fraternité humaine, même sur toute la Terre, pas juste même dans ma petite région? Ouais. Ou est-ce que, non, je travaille plus de manière égoïste ou de manière qui fait qu'on ramène tout à soi? Les gens vont devoir faire ce choix-là. Et une des grandes clés, c'est de voir le point de vue de l'autre. Quand il y a quelque chose qui nous dérange, au lieu d'essayer d'imposer son idée, de le convaincre qu'on a raison, c'est d'aller voir son point de vue à Poutine. C'est quoi qu'il pense, lui-là? Là? Puis si son point de vue n'est même pas pris en considération par aucune autorité mondiale, qu'on ne fait que le rabrouer, le ridiculiser, malgré qu'on sache réellement les erreurs, pour ne pas dire les horreurs qu'il aura fait autour de lui, se débarrasser de ceux qui étaient des gens qui ne pensaient pas comme lui, de manière radicale. C'est sûr qu'il y a un monde où l'être humain sera tellement connu qu'on n'échappera plus à l'harmonie, dans le sens où il y a des psychopathes, il y a des gens qui, comme on dit, là, on va les comprendre, on va pouvoir gérer la situation de façon à ce que finalement tout le monde soit gagnant. Et tout le monde pourra être gagnant. L'alcoolique qui a besoin de sa boisson, puis que s'il n'y en a pas, il devient colérique, ou il devient enragé, ou il y a moyen d'en arriver à le sortir de ce marasme-là, de l'emprise que la boisson a sur lui, pour l'amener à différentes psychothérapies, à sortir du problème. Et toute l'humanité pourrait sortir du problème de la même manière. Connais-toi toi-même et tu connaîtras toutes les solutions. Connais-toi toi-même et tu connaîtras toutes les solutions. C'est pas rien, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Là. Pourquoi pas? Je sais pas, là. Alors, c'est ce qu'on va souhaiter. On pourrait se quitter là-dessus, hein, à peu ce qu'on près. Va souhaiter. Oui. On va souhaiter que
parce qu'actuellement, on voit que dans le monde entier, on cherche à diviser l'humanité. On va souhaiter qu'on puisse retrouver le sens vers l'unité et vers la fraternité. En étant capable d'être l'autre, d'entendre l'autre, de comprendre l'autre. Et plus on va le comprendre, plus on saura comment il peut nous comprendre aussi. Et moins on comprend l'autre, moins on lui donne des chances de nous comprendre. Parce qu'on s'éloigne. Alors que si on se rapproche, un fait un pas dans un sens et ça rapproche l'autre en même temps. C'est déjà commencé. Puis Marc, il dit, c'est déjà commencé. Il n'est pas loin, il est juste là en arrière. Là. C'est comme ma voix de la conscience, là, il est juste là. C'est comme ça qu'on se quitte. D'accord. Et non. Et c'est une des techniques qui est connue en Orient et qui provoque même des ovnis qui se déplacent au-dessus de nos têtes. Des gens qui se réunissent comme on fait ici ce soir en rond et qui se concentrent sur une idée centrale, les yeux fermés, une concentration des consciences pour embarquer dans l'OVNI, c'est-à-dire le vaisseau qui va permettre à toutes nos consciences réunies au centre de prendre conscience et que cette conscience réunie de toutes nos consciences ensemble font l'OVNI, le vaisseau de lumière. Il part et il peut aller agir dans une dimension qui est hors du temps et de l'espace de tout le monde pour qu'un groupe de 40 personnes peuvent aller influencer Poutine dans sa tête, dans ses rêves, dans ses intuitions, dans son psychique. Et ça, c'est une science qui va être enseignée de plus en plus ici sur Terre. Quand on parlait d'unité tantôt, c'est un des principes unitaires. Et quand ils ont fait la Pentecôte à l'époque du Christ, les 12 apôtres, au milieu d'eux, il y avait la Vierge, et ils étaient à fabriquer l'OVNI qui leur permettait d'avoir la conscience qui leur a permis d'aller dominer sur toute la Terre pendant 2000 ans. Ça se tire, hein? Oui. Ah, vous entendez? C'est pas terminé. Avec ces propos, ça a ouvert un débat tout le reste de la soirée, pendant plus d'une heure et demie encore. Alors, c'est des rendez-vous vraiment spéciaux les samedis soirs à Mont-Saint-Hilaire pour ceux que ça intéresse. C'est gratuit. Vous devez simplement avoir la volonté et les moyens de vous rendre à Mont-Saint-Hilaire. Vous êtes bienvenus. Entre 7h30 et 8h, les gens arrivent. On stationne dans la rue ou sur le stationnement quand il reste encore un peu de place. Apportez votre chaise de jardin, des vêtements chauds ou quand, après le coucher du soleil, c'est beaucoup moins chaud, souvent. Maintenant, on est en plein cœur de l'été, c'est pas le cas. Alors, c'est un rendez-vous. Si vous êtes abonné au club créé à l'adresse orandia.ca, vous savez sans aucun doute qu'il y a déjà une autre vidéo dans le mois de juin. Et aussi au mois de juillet, il y a ce spécial courte pointe avec Judith 13 en exclusivité et avec des éléments originaux, uniques qu'on retrouve ici dans le club créé. Le complément surprenant à l'adresse esotérisme-exp.com dans le forum Orandia. Merci. Un pouce par en haut, c'est très apprécié de la part de toute l'équipe. Au plaisir. À bientôt.